L'Afrique est le berceau de l'humanité et que c'est l'Afrique qui a donné naissance à l'humanité. Le développement par le gouvernement dans une langue étrangère est impossible à moins que le processus d'acculturation ne soit achevé. L'Africain lui-même qui devait se revaloriser lui-même. L'Égypte est la mère civilisatrice de la Grèce sur tous les domaines. Pas sur le domaine de la philosophie, sur le domaine de la linguistique. En tout cas, de la médecine sur tous les domaines. L'idée n'était pas en quelque sorte de donner l'Afrique coûte une histoire. L'idée, c'était de retracer le chemin de l'Afrique, de voir d'où vient l'Afrique et pourquoi dit-on que l'Afrique n'a pas d'histoire. Bonjour, bonsoir, ça dépend si heure bi nga koy seetaan. Bienvenue dans mon tout nouveau podcast consacré à un grand penseur qui a tout donné pour l'Afrique, qui a fait des énormes sacrifices pour l'histoire de l'Afrique. Je veux parler de Cheikh Anta Diop. Voilà, pour parler de cet homme historique, j'ai envie de vous présenter monsieur Mamadou Khadim Kane, grand disciple de Cheikh Anta Diop. Mamadou Khadim, bonjour. Bonjour, Maïssa. J'espère que tu es bien installé. Oui, ça va. Mamadou, qui es-tu en quelques mots? Bon, moi c'est Mamadou Khadim Kane, étudiant à l'université Assane Seck de Ziguinchor au département d'agroforesterie et disciple de Cheikh Anta Diop. Grand disciple de Cheikh Anta Diop. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu veux me dire qui était Cheikh Anta Diop en quelques mots? Bon, Cheikh Anta Diop est né le 29 décembre 1923 à Thiétou, dans un village situé dans le département de Bambey. Et un jeune qui a perdu très tôt son père. Il est élevé par sa maman. Sa maman dans une famille, je dirais, très modeste. Une famille attachée aux valeurs culturelles et à la spiritualité mouride. Il est homonyme du jeune frère de Cheikh Ahmadou Bamba, Mame Cheikh Anta Mbacké. En tout cas, un enfant très curieux, studieux, qui s'est lancé très vite à la quête de la connaissance après avoir fréquenté l'école coranique. Donc, après l'école coranique, son apprentissage à l'école coranique, il est allé étudier à l'école. Comment s'est passée son éducation à l'école, son cursus scolaire? Cheikh, il avait un cursus scolaire très brillant, très mouvementé aussi, puisque très tôt, il commençait à avoir des divergences entre ses idées et les idées préconçues par l'autorité coloniale, qui étaient alors les gardiens des temples de savoir que nous avons ici au Sénégal, à Dakar, puisque nous nous étions fraîchement libérés de la colonisation, mais la néocolonisation était toujours là, et je dirais qu'elle est toujours là. D'accord. Donc c'est à travers l'éducation à l'école qu'il a commencé à penser de la sorte sur l'histoire de l'Afrique. Oui, il l'a même dit dans la préface de son ouvrage intitulé L'Afrique noire précoloniale. Il dit que l'histoire de l'Afrique était enseignée avec des dates aussi chastes que des contes d'épiciers. En tout cas, c'est ce qui l'a poussé, c'est ce qui lui a poussé de faire tout de son mieux pour rétablir la vérité, pour déconstruire les préjugés qu'on nous enseignait sur l'histoire de l'Afrique. Donc, je peux me permettre de te poser la question, qu'est-ce qui a marqué le tout début du parcours scientifique de Cheikh Anta Diop? Le parcours scientifique, pour situer son début exactement, ce serait très difficile, puisque très tôt il s'est lancé dans la quête de connaissances scientifiques et littéraires aussi, parce qu'il a obtenu d'un baccalauréat qui équivaut aujourd'hui au baccalauréat scientifique et littéraire. Et une fois en France, il était parti pour faire, je dirais ingénieur en aéronautique. Mais une fois en France, il s'est lancé sur la physique, la chimie,
la linguistique, la philosophie, l'égyptologie, sur beaucoup de domaines qui relient en quelque sorte, il rassemblait en quelque sorte des pièces de la science humaine et des pièces de la science exacte pour mener sa démarche. C'est pour cela que il était en opposition avec certains penseurs européens, notamment ses propres professeurs. Oui, parce que il était confronté aux idées eurocentriques sur l'histoire de l'Afrique. Les thèses que les eurocentristes avançaient sur l'histoire de l'Afrique, disant que l'Afrique est une terre anhistorique, la population africaine n'a pas de civilisation, c'est une population barbare, et pour Cheikh Anta Diop, ça ne pouvait qu'être que des histoires infondées, et il fallait en tout cas rétablir la vérité et de redonner à l'Afrique son histoire. D'accord. Donc, comment s'y prenait-il concrètement pour prouver cela? C'est ce que je disais tout à l'heure. Pour mener une telle opération, il a d'abord compris qu'il fallait mettre en place, qu'il fallait donner des arguments scientifiques dignes de son nom, mais aussi sur le plan littéraire, il fallait démontrer, expliquer des théories qui seront raisonnables et acceptables. C'est pourquoi il a allié en quelque sorte les sciences humaines et les sciences exactes par la carbone 14, le carbone 14 du moins, les sciences humaines en utilisant la linguistique, l'anthropologie, en quelque sorte, pour prouver que l'Afrique est le berceau de l'humanité et que c'est l'Afrique qui a donné naissance à l'humanité et que les premiers hommes étaient des Noirs, et pour démontrer en quelque sorte l'apport négro-africain de la civilisation mondiale, que l'Égypte a contribué, l'Égypte étant noire, a contribué de façon très significative à la civilisation mondiale. Et que donc l'Afrique n'est pas une terre qui n'a pas d'histoire, et l'Afrique a connu l'écriture depuis très longtemps avec les hiéroglyphes qu'on utilisait en Égypte antique. Donc, je peux me permettre aussi de se poser la question, quels travaux de Cheikh Anta Diop a eu le plus d'impact sur l'histoire, la manière de voir l'histoire africaine? Bon, on peut dire que très tôt, une fois en France, en 1848, il avait publié un article intitulé « Quand pourra-t-on parler de la Renaissance africaine ?» Il nous parle déjà, il parlait de la Renaissance africaine. Il parlait comment l'Afrique doit se développer, en disant que le développement par le gouvernement dans une langue étrangère est impossible à moins que le processus d'acculturation ne soit achevé. C'est là que le politique rejoint le culturel. Il dit, c'est là que l'économie du moins rejoint le culturel. Il dit que le développement, la démocratie par le gouvernement dans une langue étrangère est un leurre. C'est là que le politique, comme l'homme politique, rejoint le culturel. Et il nous dit que le socialisme par le gouvernement dans une langue étrangère est une supercherie. C'est là que le social rejoint le culturel. Mais il ne se limite pas là. À cette époque, on était au moment de la colonisation. Il s'est lancé dans la lutte contre la colonisation, donc dans la lutte pour la décolonisation. La décolonisation sous toutes ses formes. Maintenant, l'ascension de la pensée de Cheikh Anta Diop, on peut le situer juste à la publication de son ouvrage intitulé Nation nègre et culture, qui était sa thèse à l'origine, et on lui avait refusé l'opportunité de soutenir cette thèse, et il l'a publiée en 1954, et qui a en quelque sorte, je dirais, tout le monde scientifique et littéraire, tout le monde intellectuel était ému de l'audace. Aimé Césaire, exactement. Il était très, très ému de l'audace de Cheikh Anta Diop.
de la logique de ses propos et de la démarche qu'il a utilisée, du raisonnement en quelque sorte scientifique et littéraire combiné pour fournir ces informations. Donc c'était un ouvrage qui avait fait polémique en quelque sorte. Oui, il y avait beaucoup de polémiques parce qu'il était confronté à la thèse eurocentrique disant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique n'a pas de civilisation. Un continent ahistorique qui n'a pas d'histoire. Et pour lui, l'idée n'était pas en quelque sorte de donner l'Afrique coûte que coûte une histoire. L'idée, c'était de retracer le chemin de l'Afrique, de voir d'où vient l'Afrique et pourquoi dit-on que l'Afrique n'a pas d'histoire. Et par surprise, il a trouvé que l'Afrique, à travers l'Égypte, a donné naissance à la civilisation mondiale. Donc, tout à l'heure, tu as un peu enjambé la question suivante, qui est pourquoi ces recherches ont-elles suscité autant de débats dans les milieux scientifiques? Bon, naturellement, les théories scientifiques sont confrontées à des débats, un peu, je dirais, des débats très divergents, des débats intellectuels, mais les théories de Cheikh Anta Diop, comme je le disais tout à l'heure, sont confrontées à la thèse eurocentrique. Ceux qui défendaient la thèse eurocentrique ne pouvaient pas concevoir qu'un jeune intellectuel vient bouleverser toute la chaîne intellectuelle. Notamment un intellectuel noir. Un intellectuel noir vient bouleverser toute la chaîne intellectuelle et vient briser ces liens qui étaient soudés de façon aussi solide jusqu'à l'essence, depuis la naissance des sciences humaines jusqu'à présent. Maintenant, il était hors de question que ces idées passent. Et par la grâce de Dieu, par la logique de Cheikh Anta Diop, c'est pourquoi il avait demandé à l'UNESCO de convoquer le colloque de Caire de 1974 pour que, en réalité, que la vérité résonne partout dans le monde, que tout le monde sache que la vérité n'est pas blanche. La vérité est là, elle est celle qui est prouvée devant toute l'humanité entière, devant tout le monde, et que la vérité est que l'Afrique est une terre qui regorge beaucoup d'histoire, beaucoup de richesses et la terre la plus vieille au monde. D'accord. Donc, durant toute sa vie, il a consacré à la révalorisation de l'histoire africaine. Donc, tout cela, c'était son objectif, la révalorisation de l'histoire africaine, ou bien c'était plus profond que ça? Je peux dire que c'était plus profond que ça. Il parlait non seulement de la revalorisation de l'histoire africaine, mais aussi de la revalorisation de l'Africain. De l'homme africain. Et l'homme africain, personne ne devait, en quelque sorte, pour Cheikh Anta Diop, revaloriser l'homme africain. C'est l'Africain lui-même qui devait se revaloriser lui-même. En s'attachant à sa culture. En comprenant que il a une culture qui, en quelque sorte, est la mère de toutes les cultures. Qui est la mère de toutes les cultures. Et il a dit que il faut que l'on comprenne que l'Afrique, la civilisation africaine est la mère de la civilisation mondiale. Et que même la Grèce qui réclame le droit de veto de la philosophie, bon, naturellement, c'est ce qu'on nous enseigne. Et qu'il dit que l'Égypte est la mère civilisatrice de la Grèce sur tous les domaines. Tant sur le domaine de la philosophie, sur le domaine de la linguistique, en tout cas de la médecine sur tous les domaines. Maintenant, pour lui, il fallait aussi mener une mission qui consiste
comme il le disait, ce que nous voulons. Il disait que, lors d'une conférence, ce que nous visons dans votre éducation, dans l'éducation de la jeunesse, c'est de réveiller le bâtisseur de nation qui dort en chaque jeune africain. C'est de réveiller le créateur qui dort en chaque jeune africain. Et il dit que cela suppose une réforme qui met l'accent non seulement sur la rationalité, sur l'esprit créatif de l'individu, mais aussi sur l'indépendance intellectuelle. Il militait pour l'indépendance intellectuelle. Donc, quel message, quel héritage Cheikh Anta Diop a laissé à la jeunesse africaine aujourd'hui? Bon, pour cela, je vais employer la citation que l'on utilise le plus souvent, la citation la plus célèbre, où il disait: formez-vous, armez-vous de sciences jusqu'aux dents et arrachez votre patrimoine culturel. Il nous dit qu'à formation égale, la vérité triomphe. Et il a dit: arrachez votre patrimoine culturel. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on ne doit pas négocier parce que c'est la dignité. C'est la dignité. Il dit que, bon, la conscience historique, c'est le ciment qui relie les individus d'un peuple et qui fait qu'un peuple n'est pas un agrégat d'individus sans lien. Et pour que l'on soit soudé, pour qu'on puisse répondre, pour que l'Afrique puisse répondre au rendez-vous de l'universel en tant que peuple, il faut d'abord que les Africains s'unissent sur une même idéologie et sur des principes bien éclairés. Il dit que l'Afrique devrait être capable d'accéder à la vérité à partir de ses propres investigations et de se maintenir à cette vérité, c'est-à-dire de prendre des mesures conservatoires jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus jamais frustrée et que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils rencontreront des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. En tout cas, fin de citation, et je pense que c'est ce qui nous anime et c'est ce qui doit animer toute jeune Africain. La quête rigoureuse de connaissances et la quête rigoureuse de la vérité. C'est très intéressant. Y a-t-il une citation qui vous inspire particulièrement? La citation qui m'inspire particulièrement de Cheikh Anta Diop. Il y a beaucoup de citations qui m'inspirent de Cheikh Anta Diop. Mais lorsqu'il disait que la facilité avec laquelle nous renonçons à notre culture s'explique par notre ignorance à celle-ci et non par une attitude progressiste adoptée en connaissance de cause. Voilà la situation qui m'inspire beaucoup et c'est pourquoi je ne peux que m'indigner quand j'entends Ahmed Khalifa Niasse, un intellectuel tenant des discours qui devait en quelque sorte tenir des discours associateurs, des discours de réconciliation, comme nous avons l'habitude de le faire, comme notre culture nous l'impose, et des discours qui en quelque sorte devaient favoriser le dialogue interethnique, mais malheureusement, par contre, il tient des discours pour nier l'origine, la culture wolof, pour nier l'histoire de tout un peuple au détriment d'un autre. En se basant sur les recherches de Cheikh Anta Diop et son objectif principal, quelle leçon de vie vous voulez donner aux jeunes africains? Bon, selon les objectifs fixés par Cheikh Anta Diop, la jeunesse africaine doit faire preuve de persévérance, doit aussi se remarier avec sa culture, se rattacher directement à sa culture et de ne pas renoncer à celle-ci. Et il faut donc œuvrer pour l'indépendance intellectuelle et ça demande un travail très rigoureux. Et il dit que le développement commence d'abord par un travail rigoureux de l'esprit. Donc il faut
soigneusement se mettre à la quête de la connaissance et à la valorisation de la culture, mais aussi de travailler sur la vulgarisation de la science, de la culture et de l'histoire de l'Afrique. Donc, en quelques mots, inspirer les autres. Oui, en quelques mots, inspirer les autres, inspirer son entourage de ce qui doit être en réalité les jalons d'un développement. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir à travers vos arguments pertinents et votre présence. Moi, personnellement, j'ai su beaucoup de choses que je ne savais pas. Je veux juste vous demander votre avis par rapport à la chaîne. Qu'est-ce que vous pensez à la chaîne? D'abord, merci pour votre invitation. Merci de m'avoir choisi comme votre invité. Et c'est une bonne chose parce que vous êtes en train de participer, en tout cas, à la conscientisation de la masse populaire, à la conscientisation de la jeunesse. Et c'est un travail très remarquable que vous êtes en train de faire. Tout ce que je pourrais vous dire, c'est que bonne continuation et que le grand Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Khadim. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît et à donner vos avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.